Les habitudes de vie jouent un rôle crucial dans la prévention des maladies chroniques et des maladies cardio-métaboliques. Mais les habitudes de vie, ça ne se résume pas simplement à la qualité de l'alimentation et aux habitudes d'activité physique. La recherche sur la prévention des maladies cardio-métaboliques évolue rapidement et on constate qu'il y a de plus en plus de déterminants insoupçonnés qui ont une importance grandissante sur la santé métabolique. Il y a de plus en plus de scientifiques qui s'intéressent aux effets du sommeil sur la santé cardio-métabolique. C'est le cas de notre conférencier d'aujourd'hui, le professeur Jean-Philippe Chaput, chercheur à l'Institut de recherche du Centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario et professeur titulaire au département de pédiatrie de l'Université d'Ottawa. Les travaux de recherche du professeur Chaput portent sur les saines habitudes de vie et la prévention des maladies chroniques. Il s'intéresse plus spécifiquement au sommeil, au comportement sédentaire, à l'activité physique et à la santé mentale. Il a contribué à plus de 200 conférences à travers le monde. Et l'une d'elles fut effectuée dans le cadre de notre série de conférences qu'il me fait plaisir de vous présenter à l'instant. Donc aujourd'hui, je vais parler de sommeil et de santé cardio-métabolique. Il y a plusieurs sujets que je pourrais parler, mais je vais focuser sur l'aspect cardio-métabolique aujourd'hui. Mais si vous avez d'autres questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, comme je disais, lorsqu'on parle de sommeil, tout le monde est touché par le sommeil. Je dirais que vous pouvez poser une seule question aux gens, est-ce que vous dormez bien? Et ça en dit long sur la santé aussi, parce que tout est interrelié avec le sommeil, l'humeur, les fonctions cognitives, le fait si on bouge plus ou moins, qu'est-ce qu'on mange, donc notre santé mentale, santé physique. Donc, avoir un bon sommeil, c'est vraiment en lien avec toutes les autres sphères de notre santé, de nos comportements aussi. Et puis, on dort environ un tiers de notre vie, donc on dort quand même pas mal et ça a un rôle primordial dans notre santé. Et je pense qu'il faut qu'on en parle un petit peu plus aussi. Lorsqu'on parlait avant du Big Two, donc Big Two, activité physique, faut bien manger, c'était les deux piliers principaux qu'on mettait de l'avant pour expliquer les taux élevés d'obésité, de maladies chroniques et autres. De plus en plus, on parle de Big Three. Il y a d'autres comportements aussi, mais le sommeil fait partie de ce lot maintenant. Je pense que le sommeil, étant donné que ça vient du domaine médical, lorsque j'allais avant à les congrès de sommeil, c'était très axé sur le traitement des troubles du sommeil, apnée du sommeil, de l'insomnie. Il y avait presque aucune présentation sur le volet santé publique, d'avoir une bonne nuit de sommeil pour la santé globale, générale. Je pense que de plus en plus, on en parle. Il y a des guidelines aussi. Ça l'aide à le mettre sur la map aussi. Mais je pense qu'on sait que les gens qui dorment pas assez mangent plus. On sait environ 250 à 300 calories supplémentaires par jour pour les petits dormeurs. Donc, les adultes qui dorment moins de 7 heures par nuit. Et aussi, on est plus fatigué lorsqu'on dort pas assez. Donc, moins enclin à vouloir bouger, plus enclin à rester assis et se donner avec du temps à écran. Et on sait que la lumière bleue, les écrans aussi, a un effet sur notre sommeil. Et il y a un aspect de culture aussi. Donc, on sait dans les pays d'Asie où est-ce qu'on voit des sleeping pods dans les milieux de travail. Je pense que c'est pas encore arrivé ici beaucoup. Donc, on voit dormir comme une perte de temps. Donc, je vais dormir une fois que je suis mort. Donc, tant que je bouge puis je mange bien, ça ne dérange pas si je dors pas assez. Donc, il faut changer ce discours-là un peu, que tous les comportements sur 24 heures santé comptent. Il faut essayer de les maintenir au fil du temps pendant plusieurs années. Donc, il n'y a pas une personne parfaite, mais plus de bons comportements qu'on peut adopter sur 24 heures, qu'on peut maintenir à long terme, c'est un gage de prévention des maladies chroniques. C'est une chose qu'on peut contrôler. Là, si on regarde un peu au niveau canadien, ça ressemble à quoi le sommeil des adultes canadiens? C'est un article qu'on a publié en 2017. Il n'y a pas d'article plus récent, mais si on regarde les données de Statistique Canada, ça n'a pas changé dans les 5 dernières années. Donc, environ un tiers des adultes canadiens ne dorment pas assez. Même chose chez les enfants, même chose chez les ados. Donc, dorment moins que 7 heures par nuit. Ceux qui dorment trop, donc qui dorment plus que 9 heures par nuit, donc les directives, c'est entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit, 3% seulement chez les adultes, donc il y a pratiquement personne qui dort plus que 9 heures par nuit au niveau canadien. Chez les aînés, 15% dorment plus. Les recommandations pour les aînés de 65 ans et plus, c'est 7 à 8 heures par nuit, donc qui dorment plus que 8 heures. Donc la recommandation est un peu différente. Et aussi, qu'est-ce qui change avec l'âge, c'est que notre qualité de sommeil diminue. Donc, on peut passer plus de temps au lit, mais on est moins efficace lorsqu'on dort. Donc, souvent, des aînés qui dorment 12-13 heures de temps rapporté au lit, ben, c'est souvent des personnes qui n'ont pas un sommeil efficace, donc de piètre qualité.
Et si on regarde la qualité du sommeil des adultes canadiens, environ la moitié des hommes et des femmes ont des troubles avec leur sommeil. Donc, pas des troubles cliniques de l'insomnie ou de l'apnée, mais des symptômes de problèmes lorsqu'ils s'endorment, qu'ils se réveillent la nuit beaucoup et autres. Donc, c'est pas seulement une courte durée, mais aussi une mauvaise qualité qui est très fréquente chez les adultes canadiens. Si on regarde les directives canadiennes en matière de sommeil, on a ça depuis 2016. Et puis, c'est inclus avec les directives en matière d'activité physique et de comportement sédentaire. Vous voyez la tranche, donc c'est des ranges pour le sommeil. On sait que pour les nouveau-nés, chez les jeunes enfants, il faut qu'ils dorment plus parce qu'ils sont en pleine croissance. Pour les adultes, 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Et pour les aînés, 65 ans et plus, 7 à 8 heures. Il n'y a pas de chiffre magique qui s'applique à tout le monde. Donc, pour le Canadien moyen, c'est la fenêtre optimale qu'on devrait dormir, mais c'est possible de dévier selon ces directives parce que c'est des directives de santé publique qui s'appliquent à l'ensemble de la population. Mais d'un point de vue clinique, du cas par cas, il faut qu'on adapte nos approches aussi. Donc, c'est possible de dormir 6 heures et demie et d'être frais comme une rose tous les jours. Il y a des gens qui ont des bons gènes et puis c'est expliqué par nos gènes en grande partie et d'autres facteurs aussi. En même temps, c'est possible de devoir dormir plus que 9 heures par nuit pour être performant pour les fonctions cognitives et autres. Donc, grosso modo, c'est pour l'ensemble des Canadiens entre 7 et 9 heures, mais il y a des gens comme les athlètes Tiger Woods ou Roger Federer, bien connus de dormir 11 à 12 heures par jour avec plusieurs siestes, et d'autres qui pourraient dormir 6 heures, 6 heures et demie et être corrects aussi. Donc, il faut qu'on adapte ça selon chaque personne, mais grosso modo, 7 à 9 heures pour les adultes. Pourquoi est-ce qu'on dort pas assez? Pour plusieurs raisons. Les raisons sont différentes selon chaque personne. On sait que nos écrans sont un peu partout. Donc, la lumière bleue qui est émise de nos écrans, surtout dans la fenêtre d'une heure avant d'aller au lit, a des effets sur notre sommeil, sur la qualité de notre sommeil. Ça peut être le fait qu'on travaille trop, on a des enfants qui sont malades, des troubles du sommeil aussi, apnée, de l'insomnie, des stimulants et autres. Donc, il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer pourquoi on dort moins. Si on regarde au niveau de toutes les populations, ceux qui ont diminué le plus le temps de sommeil dans les 40 dernières années, c'est chez les ados. Les ados, parce qu'ils ont un décalage de leur rythme sommeil-veille. Donc, c'est normal pour un ado d'aller se coucher plus tard et de se lever plus tard. Mais ils doivent aller à l'école en semaine, donc faut qu'ils se lèvent plus tôt. Donc, ils sont en privation de sommeil généralement dans les jours de semaine. Ils vont rattraper ça le week-end. Mais je vais reparler un peu plus tard du catch-up sleep. Mais en termes de population, chez les ados, c'est le groupe qui est le plus à risque. Et il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. Et aussi, je dirais, d'un point de vue culturel, on considère encore le sommeil comme une perte de temps. Donc, il faut changer le narratif et voir le sommeil comme une composante du mode de vie qui est aussi importante que l'activité physique et que la bonne alimentation pour une santé optimale. Lorsqu'on regarde nos mouvements sur 24 heures, donc c'est pour ça qu'on a des directives canadiennes de mouvements sur 24 heures, un peu comme une horloge. Lorsqu'on est debout, soit on dort, environ 8 heures par nuit pour l'adulte canadien moyen, soit qu'on est assis, l'adulte canadien moyen environ 10 heures assis par jour, ou soit on bouge. Bouge, ça peut être le LPA, le Light Physical Activity, donc être debout, marcher, et après ça, le MVPA, qui est l'activité physique d'intensité moyenne à vigoureuse, qui est environ 5% de notre horloge sur 24 heures. Donc, il faut regarder ça que chaque intervention, si on augmente ou on diminue, ça influence d'autres composantes aussi. Donc, si on dit aux gens bougez plus, mais où est-ce qu'on va chercher? Ça va être important. Donc, si on bouge plus en se levant plus tôt, en coupant sur notre sommeil, qui est un bon comportement, les effets sur les outcomes vont être moins bons que si on coupait sur le temps écran, par exemple. Donc, il faut garder en tête où est-ce qu'on ajoute, où est-ce qu'on enlève. C'est la même chose d'un point de vue alimentaire. Donc, si on veut réduire les glucides dans notre alimentation, il faut augmenter les lipides si on garde les protéines constantes. Donc, c'est pas seulement augmenter, diminuer, mais aller regarder où est-ce qu'on va aller le chercher. Et c'est où est-ce qu'on va aller le chercher, c'est très, très important. Et en 2014, avec mes collègues Marc Tremblay et Valérie Carson, on avait publié le premier article pour expliquer pourquoi on pensait avoir des directives canadiennes sur 24 heures de mouvement qui incluent le sommeil avec l'activité physique et avec le comportement sédentaire, parce que tout est interrelié avec l'horloge que je viens de parler. Et aussi sommeil, par exemple, un petit dormeur plus fatigué, moins inclin à vouloir bouger. On sait tous les bienfaits de l'activité physique sur notre sommeil, un sommeil qui est plus efficace. Si on dort pas assez, on passe plus de temps assis, donc influence le comportement sédentaire.
aussi plus de temps à écran. La lumière bleue émise dans nos écrans influence notre sommeil et aussi une corrélation assez directe entre activité physique et comportement sédentaire et surtout entre activité physique d'intensité légère et comportement sédentaire. Alors, dans les études populationnelles, une corrélation inverse presque directe de moins 1. Donc, lorsqu'on n'est pas assis, on est soit debout à bouger, mais c'est rare qu'il y ait une corrélation assez importante entre l'activité physique d'intensité moyenne à vigoureuse et le comportement sédentaire. Ça veut dire que pour les interventions de santé publique, si on veut que les gens passent moins de temps assis, ça va être plus avec le light physical activity qu'on a plus de chances de succès qu'avec le moderate to vigorous physical activity. Donc, ça veut dire que les gens couperont pas en général du temps de télé pour aller courir dehors. Donc, faut garder ça en tête. C'est pas ces corrélations-là qu'on voit dans les études de population. Donc, tout est interrelié et c'est pour ça qu'on pensait en 2014 d'avoir les directives sur 24 heures ensemble. Au niveau américain, au niveau canadien, on avait les guidelines d'activité physique seuls. Après ça, on a eu les guidelines de comportement sédentaire, mais qui étaient à part de ceux d'activité physique. Et maintenant, c'est un package ensemble. Aux États-Unis, les guidelines de sommeil et d'activité physique sont pas ensemble. L'Organisation mondiale de la santé, maintenant, ramène ça ensemble. Ils ont vu ce qu'on a fait au niveau canadien et dans plusieurs autres pays, de plus en plus, ça s'enligne vers des recommandations sur 24 heures. Donc, je pense que c'est une bonne chose et ça fait parler de sommeil un petit peu plus aussi. Le manque de sommeil, autant en durée qu'en qualité, est associé à une panoplie de risques pour notre santé qui sont bien connus dans des revues systématiques, méta-analyses et autres. Donc, gain de poids dans la population parce qu'on mange plus, diabète de type 2, maladie cardiovasculaire, je vais revenir à ça, qui est l'objet de ma présentation, inactivité physique parce qu'on est plus fatigué, comportement sédentaire, on passe plus de temps assis devant nos écrans, mauvaise alimentation. Lorsqu'on restreint le temps de sommeil chez les gens, le cerveau crave pour des aliments élevés en sucre et en gras. Donc, environ 250 à 300 calories supplémentaires qui sont ingérées par jour chez les gens qui dorment moins de 7 heures par nuit pour les adultes, qui est quand même pas mal. Si on accumule ça jour après jour, mois après mois, donc ça fait un gain de poids au fil du temps. Des effets sur la santé mentale, pas seulement la santé physique, anxiété, dépression en lien avec le manque de sommeil, irritabilité, ça agit sur notre humeur, le risque de suicide accru, des accidents, donc des accidents de la route par exemple, des blessures au travail, système immunitaire altéré, donc plus facile d'avoir un rhume ou une grippe lorsqu'on dort pas assez, fonction cognitive altérée, donc de plus en plus d'athlètes qui ont des coachs sur le sommeil pour performer davantage, donc pas seulement alimentation mais activité physique, moins bonne qualité de vie et autres. Donc, vous voyez que ça touche tous les sphères de notre vie et je pense que faut poser des questions sur le sommeil et puis il faut se rendre compte que ça implique tous les autres sphères de notre vie. Donc, des fois, on se demande pourquoi certaines personnes ne bougent pas assez ou mangent trop, mais si on creuse un peu, le sommeil peut être un facteur parmi tant d'autres. Et le manquer de sommeil, c'est un stress pour le corps. Je vais en parler. Il y a plusieurs perturbations hormonales qui font en sorte qu'ils ne sont pas bonnes pour la santé et puis ça change plusieurs comportements aussi. Quand j'ai commencé mon doctorat avec Angelo Tremblay à Laval 2004 à 2008, je ne travaillais pas sur le sommeil du tout. Angelo est venu me voir à un moment donné et puis il m'a montré un article de Karen Spiegel publié en 2004 avec Evan Cotter de l'Université de Chicago. Il me disait, JP, regarde ça. Ils ont montré que chez les adultes, si on restreint leur temps de sommeil à 4 heures par nuit, la ghreline augmente, la leptine diminue et les gens ont plus faim. Donc, je dis, c'est drôle. Moi, je pensais que dormir plus faisait prendre du poids, mais c'est le contraire. C'est dormir moins faisait prendre du poids. Donc, Angelo dit, on pourrait regarder ça dans l'étude des familles de Québec. On avait une question sur le sommeil, mais il y avait plusieurs outcomes. Donc, j'ai mis ça en relation soit en transversal ou en longitudinal avec le syndrome métabolique, le diabète de type 2, le gain de poids et autres. Donc, ça a permis de publier plusieurs articles de mon doctorat qui ont fait partie de mon doctorat, mais il y avait d'autres volets aussi. Et puis après ça, dans mon postdoc à Copenhague, au Danemark, j'ai essayé de creuser plus loin pour essayer de comprendre les mécanismes sous-jacents. Pourquoi le petit dormeur prend plus du poids à long terme et en observer que c'était plus à cause du volet alimentaire. Donc, lorsqu'on dort moins, lorsqu'on restreint le temps de sommeil, on a plus de temps debout, donc être réveillé. Donc, si vous dormez 4 heures par nuit, vous êtes debout pendant 20 heures. Vous avez plus le temps d'aller au garde-manger, prendre un sac de chips, manger des biscuits ou autre. Donc, il y a une corrélation assez directe entre le temps passé debout et la prise alimentaire en termes de calories. C'est une récompense pour le cerveau aussi lorsqu'on dort moins
on a un craving davantage pour les aliments plus sucrés, plus gras. Et aussi, c'est un carburant pour le cerveau lorsqu'on dort moins. Donc, le cerveau carbure au glucose. Donc, c'est une solution de juste prendre un petit snack. Angelo parlait lorsqu'il fait du travail mental, de manger des biscuits au chocolat. Donc, le manque de sommeil fait la même chose un peu. Donc, il faut grignoter plus. Il y a plus de snacking qu'on voit chez les gens qui dorment pas assez. Donc, ça, c'est l'aspect hédonique de la prise alimentaire, qui est le milieu ici. L'aspect hormonal, les études de Van Cotter et Spiegel qui montraient que la ghrelin augmentait, la leptine diminuait, c'était dans un contexte de laboratoire standardisé, soit avec un bilan calorique négatif ou lorsqu'ils contrôlaient leur rapport alimentaire pour être en balance calorique stable. C'est pas ce qu'on observe dans la vie de tous les jours. Donc, c'est l'inverse, en fait, et je vais en reparler. Donc, c'est pas les hormones, lorsqu'on dort pas assez, c'est pas les hormones qui font en sorte qu'on a plus faim, mais c'est le fait qu'on passe plus de temps debout, qu'on mange plus et les autres mécanismes hédoniques. Et au niveau de la dépense calorique, oui, pour certaines personnes, dormir moins fait en sorte qu'on est plus fatigué, moins enclin à vouloir bouger et rester plus assis. Mais les études ne sont pas nécessairement claires en ce qui a trait à la dépense calorique. C'est vraiment le médiateur principal, c'est vraiment la prise alimentaire accrue. Et pas parce qu'on a plus faim, mais parce qu'on passe plus de temps debout. Donc, manque de sommeil et balance énergétique. Donc, les revues systématiques montrent que le manque de sommeil augmente la dépense énergétique sur 24 heures d'environ 100 calories par jour parce qu'on passe plus de temps debout. Donc, notre métabolisme de base brûle plus de calories parce qu'on est plus debout, plus d'heures dans une journée. Mais l'apport énergétique est augmenté par au moins 250 calories par jour, ce qui résulte à un bilan calorique positif et un gain de poids à long terme. Lorsqu'on restreint le temps de sommeil, ça augmente le désir de manger. Et puis, l'apport alimentaire qui est excessif est plus relié aux aspects de récompense qu'aux hormones de l'appétit. Donc, c'est pas à cause des changements de leptine, ghrelin, cortisol. Et un mode sommeil adéquat aide grandement à maintenir un mode de vie sain. Lorsqu'on dort assez, c'est plus facile de résister le sac de chips ou les biscuits. C'est plus facile de vouloir bouger parce qu'on sent, on a plein d'énergie. À l'inverse, lorsqu'on dort pas assez, on veut rester plus assis, on s'adonne plus à du temps d'écran et puis on mange plus. Donc, ça l'aide de commencer une bonne journée du bon pied lorsqu'on dort bien. Donc, c'est plus facile de maintenir un mode de vie sain lorsqu'on part du bon pied avec une bonne nuit de sommeil. On a écrit un article de revue cette année publié pour regarder le rôle du manque de sommeil dans l'obésité avec certains de mes collègues américains. Et puis, ce que je parlais aussi, donc, lorsqu'on manque de sommeil, c'est un stress pour le corps, mais les études précédentes qui montraient que la ghrelin augmentait, la leptine diminuait, c'était dans un contexte de laboratoire contrôlé pour l'apport calorique. Mais dans la vie de tous les jours, où est-ce qu'on a accès à la nourriture partout, c'est l'inverse qu'on voit. Donc, c'est le point C ici. Donc, on voit une diminution de ghrelin, une augmentation de leptine et une augmentation de PYY lorsqu'on dort pas assez dans la vie de tous les jours. Donc, ça montre que c'est pas les hormones qui font manger davantage, mais c'est vraiment le fait qu'on passe plus de temps debout et notre cerveau demande des aliments camelotes, si on veut, donc plus riches en gras, plus riches en sucre. Il y a un article que j'avais écrit, ça fait déjà presque 10 ans, le temps passe vite, essayer d'expliquer les mécanismes qui font en sorte que le manque de sommeil favorise une prise alimentaire accrue. Il y en a plusieurs, donc plus d'opportunités pour manger parce qu'on passe plus de temps debout, donc plus de snacking dans la journée, plus de repas mangés par jour aussi. Donc, si vous réveillez, par exemple, à 6 heures du matin versus si vous réveillez à 10 heures, ben, je pense qu'entre le temps du lunch qui est à midi, vous risquez de manger pas mal plus si vous réveillez à 6 heures que 10 heures. Il y a un stress psychologique aussi qu'on voit chez les gens qui dorment moins. Donc, une préférence pour des aliments plus sucrés, plus gras, qui aident à notre humeur, à notre cerveau. La restriction alimentaire est diminuée lorsqu'on manque de sommeil. Donc, si à la maison, vous avez des aliments camelotes, ben, c'est plus difficile de résister ces aliments-là lorsqu'ils sont disponibles si vous dormez pas assez. À l'inverse, avec une bonne nuit de sommeil, c'est plus facile de résister à l'attrait des aliments camelotes. Augmentation de l'énergie nécessaire lorsqu'on est debout. Notre cerveau carbure au glucose, donc on a besoin de carburant lorsqu'on est debout plus longtemps. Et puis, la perturbation des hormones, l'appétit n'est pas bien supporté par les études plus récentes. C'était en 2014 et encore moins dans les 9 dernières années. Donc, c'est vraiment l'aspect hédonique qui explique la prise alimentaire accrue due au manque de sommeil. Bon, on sait que pas dormir assez, fait manger davantage, risque pour la santé, oui. Maintenant, est-ce qu'on peut
mieux dormir ou dormir plus? Et puis, si on fait ça, est-ce que ça améliore notre santé? Donc, c'est la solution finalement. Donc, une revue systématique qui a été publiée en 2019 qui démontrait qu'augmenter le temps de sommeil aide à contrôler notre appétit et réduire le désir envers les aliments denses en calories. Donc, oui, en dormant davantage, on a meilleur contrôle de notre appétit et ça pourrait avoir des effets sur le poids à long terme aussi. Donc, bien sûr, le sommeil, c'est un facteur parmi tant d'autres, mais c'est interrelié à plusieurs autres choses. Au niveau des études qu'on fait, une étude qu'on vient de terminer à CHIO, où est-ce que je travaille, qui est l'hôpital pour enfants de l'Est de l'Ontario à Ottawa. Mon étudiante Caroline Dutil, le doctorat, vient de soumettre son article dans la revue Sleep, et puis avec les primary outcomes. Et puis, ça s'appelait Smart 2D, donc Sleep Manipulation in Adolescents at Risk of Type 2 Diabetes Study. Donc, c'était une étude où est-ce qu'on voulait voir si on pouvait augmenter le temps de sommeil chez les ados. Je parlais tout à l'heure que les ados, c'est une population qui est plus à risque d'avoir un manque de sommeil. Et puis, on voulait des ados avec obésité, plus grand que le 99e percentile, et avec de l'intolérance au glucose. Donc, encore une clientèle qui est plus à risque. Souvent, dans les études où est-ce qu'on intervient, il y en a quelques-unes, et de plus en plus où est-ce qu'on améliore ou augmente le temps de sommeil chez les gens. Ils prennent toujours des populations en santé. Donc, là, on voulait avoir une population à risque. Où est-ce que c'est plus difficile? Et on voulait démontrer est-ce qu'on peut le faire? Puis si on le fait, est-ce qu'on améliore leur santé? Donc, c'était un randomized crossover trial sur 4 semaines. Donc, la première semaine, ils dormaient chez eux. Qu'est-ce qu'ils font habituellement? On mesurait leur sommeil par actigraphie. C'est un peu comme une montre qui porte à leur poignet. Donc, mesure objective du temps de sommeil. On augmentait la prescription augmentation du temps de sommeil de 1,5 heures par nuit pour une semaine. Donc, on disait d'aller se coucher 1,5 heures plus tôt. Ensuite, il faisait restriction de 1,5 heures pour une semaine. Changeait ça. Et puis, on regardait différents outcomes à la fin de chaque semaine. Donc, santé mentale, santé physique, appétit et autres. Et puis, notre outcome principal, c'était la sensibilité à l'insuline. Et vous voyez qu'au MRI, dans le groupe du milieu, qui a augmenté leur temps de sommeil. Donc, première des choses, la prescription qui était aller se coucher 1h30 plus tôt a résulté en 1 heure de sommeil de plus par nuit. Donc, on ne s'attendait pas à ce qu'on dit dormir 1 heure supplémentaire qu'elle allait dormir 1h30 supplémentaire, mais ça a résulté quand même en 1 heure. On était quand même content. Donc, oui, c'est plus difficile d'augmenter le temps de sommeil que de le réduire, parce que la réduction de 1,5 heure, ça l'a vraiment réduit de 1 point, je pense, 48 heures, et augmentation de 1,5, c'était 1 heure. Mais en augmentant seulement 1 heure, 60 minutes de sommeil par nuit, chez les ados avec obésité qui dormaient peu, ils ont augmenté, leur sensibilité à l'insuline s'est améliorée. Et puis, on a regardé le Matsuda Index, donc qui est une valeur plus élevée, qui est bon ici. Donc, dans l'augmentation du temps de sommeil, ont eu une meilleure sensibilité à l'insuline. Et vous voyez, le groupe à droite qui ont diminué leur temps de sommeil, il n'y avait pas de différence avec le groupe avec Habitual Sleep. Donc, on pensait qu'en diminuant leur temps de sommeil, elle allait encore être plus à risque. Mais non, peut-être que c'est un groupe qui était déjà à risque avant de commencer. Donc, couper 1h30, ça n'a pas été un stress assez important pour leur système. Mais en augmentant d'1 heure, on a vu des bienfaits. Et puis, on a regardé plein d'autres variables. L'humeur, les fonctions cognitives, le temps de réaction, appétit, puis ça semble être tout amélioré avec 1 heure de plus de sommeil par nuit. Donc, ça, c'est un projet qui visait à démontrer si on peut augmenter le temps de sommeil et puis est-ce que ça a des bienfaits sur notre santé. Mais là, c'est seulement la durée du sommeil. Lorsqu'on parle de sommeil, c'est pas seulement juste avoir une bonne durée, il y a plusieurs autres choses. Donc, qualité du sommeil, c'est important, mais aussi autre chose. Et avec ma collègue Judy Shaw à Ottawa, qui est un médecin, il y a beaucoup de mes collègues cliniciens à CHIO qui me demandaient, JP, j'aimerais ça poser quelques questions sur le sommeil, avoir un bon snapshot, voir si la personne dort bien. On parle toujours de durée, mais quelles questions que je pourrais poser? Et les questionnaires en matière de sommeil sont toujours beaucoup trop longs. C'est toujours 20, 30, 40 questions. Les cliniciens ont vraiment pas le temps de poser toutes ces questions-là. Donc, de JP, j'ai peut-être 30 secondes maximum pour avoir un bon snapshot de leur temps de sommeil. Donc, on a essayé de combiner des questions qui ont été validées. Et les 6 questions aussi, ça mesure différentes dimensions de ce qu'on appelle sleep health en anglais, donc de leur sommeil. Donc, durée, question 1.
qualité, question 2. Le timing. Donc, timing, ça veut dire que pour la même durée de sommeil, vous pouvez aller au lit plus tôt, vous lever plus tôt, ou aller vous coucher plus tard et vous lever plus tard. Donc, le timing a des effets sur la santé aussi. La régularité, donc du lundi au mardi ou mercredi, ou la différence entre la semaine et le week-end. Donc, idéalement, on va être régulier lorsqu'on va se coucher, lorsqu'on se lève, les week-ends aussi. Donc, on regarde ça avec la question 3. La vigilance, le fonctionnement le jour. Donc, vous pouvez bien dormir la nuit. Mais si le jour, vous êtes toujours en train de bâiller, c'est pas nécessairement bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vigilance, fonctionnement de jour, c'est une dimension qui est importante. Et enfin, question 5 et 6, on voulait cibler, grosso modo, les deux troubles du sommeil principaux. Question 5 pour l'insomnie, question 6, apnée du sommeil. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de cliniciens qui utilisent ce questionnaire-là, qui prend environ 30 secondes à 1 minute, donc c'est assez rapide. Et je dirais quand même à 6 questions, c'est beaucoup trop long pour beaucoup de mes collègues cliniciens qui me disent soit qu'ils n'en posent pas ou ils posent une seule question, mais idéalement en poser au moins une pour avoir une bonne idée du sommeil chez les gens, parce que ça implique tellement d'autres facteurs. Et lorsqu'on parle de qualité ou d'efficacité de notre sommeil, grosso modo, ce qu'on vise pour un adulte, c'est au moins 85% du temps qu'on est au lit qu'on dort. Donc, c'est un ratio qu'on utilise. C'est le temps passé au lit, lorsqu'on est couché avec les yeux fermés, et c'est le temps divisé par le temps qu'on dort vraiment. Donc, on veut au moins 85% et plus. C'est normal de se lever peut-être une fois par nuit pour aller faire pipi. Lorsqu'on se couche, c'est rare qu'on s'endort en 5 secondes. Donc, ça peut nous prendre 10 minutes, 15 minutes. Donc, ça tient en compte tous ces paramètres-là. Il faut viser 85% et plus. Et avec l'âge, c'est ça qui diminue. Donc, c'est plus difficile d'avoir un sommeil qui est efficace. Et c'est pour ça que les personnes âgées vont faire des siestes plus souvent ou ils vont rester plus longtemps au lit parce qu'ils n'ont pas pour la même 7 heures qu'ils sont au lit, ils ont peut-être 4-5 heures de bon sommeil. Donc, il faut qu'ils restent plus longtemps pour avoir le même bon sommeil que les adultes. Donc, je parlais tantôt de catch-up sleep, qui est le sommeil de rattrapage. Je dirais que toutes les études qu'on a présentement sur le catch-up sleep sont en transversal avec des mesures subjectives de temps de sommeil. Et qu'est-ce qu'on a fait ici? On voulait avoir des mesures objectives. On a utilisé le UK Biobank avec des milliers d'adultes et puis il y avait des mesures objectives du temps de sommeil mesurées par actigraphie. Et puis, on a regardé la mortalité et l'incidence des maladies cardiovasculaires à long terme. Et puis, qu'est-ce qu'on a observé? C'est que qu'est-ce que les études transversales disent? C'est que si vous ne dormez pas assez dans la semaine, dormez plus le samedi ou bien le dimanche, ça va être bon pour votre santé. Mais qu'est-ce qu'on observe ici avec des mesures longitudinales, objectives du temps de sommeil et des hard outcomes, comme on dit? On vient de soumettre ça dans JAMA. C'est que si vous rattrapez votre sommeil la fin de semaine, que ce soit 1 heure, 2 heures, ça n'emmène pas des bienfaits pour la mortalité ou l'incidence des maladies cardiovasculaires. Donc, vous voyez, mettons, plus que 2 heures, par exemple, même que la mortalité est un peu augmentée pour ceux qui vont rattraper leur sommeil le week-end. C'est pas significatif, là, 1,17. Mais comme message, c'est un peu, finalement, que lorsqu'on dort plus le week-end, qu'est-ce qu'on change? C'est notre régularité de notre sommeil. Donc, la régularité, je pense que c'est quelque chose qu'on commence de plus en plus dans le domaine du sommeil, qu'on a regardé beaucoup le temps de sommeil avec plusieurs paramètres de santé mentale et de santé physique ou qualité du sommeil. La régularité semble aussi importante et même plus. Donc, se coucher à la même heure, se lever à la même heure tous les jours semble être clé pour le corps, garder son homéostasie, que même si vous dormez 2-3 heures supplémentaires, mettons le samedi matin, ça semble être pire de faire ça. C'est peut-être mieux de se lever à la même heure le samedi, quitte à dormir moins, pour garder la même heure du lever et du coucher. Donc, c'est sûr que ça va prendre d'autres études pour mieux comprendre ça, mais ça va un peu à l'encontre des recommandations qu'on a présentement, qui sont basées seulement sur des études transversales et avec mesures de sommeil subjectives. Et aucune de ces études-là ont des hard outcomes. Donc, c'est toujours obésité ou santé mentale. Donc, je pense que ça risque peut-être de changer les directives futures et d'avoir un emphase plus important sur la régularité de notre sommeil et avoir une routine du dodo et du lever. En 2016, ma collègue Marie-Pierre Saint-Onge, qui est de New York, elle a publié cet article-là, Scientific Statement dans l'American Heart Association sur le sommeil, parce que c'était pas dans les guidelines de parler de sommeil. Et puis, elle disait, il faudrait qu'on en parle un petit peu plus. On parle beaucoup d'arrêter de fumer, de bouger, de bien manger et d'autres paramètres du tour de taille, mais on parle jamais de sommeil. Je pense qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que le sommeil, c'est bon
pour la santé cardiovasculaire. Et puis, il faut qu'on l'inclue dans nos guidelines. Et puis, ça vient d'être rentré, je vais en parler. Il y a plusieurs mécanismes qui peuvent expliquer le lien entre le manque de sommeil et le développement des maladies cardiovasculaires. Donc, j'en liste plusieurs ici. Donc, activation du système nerveux sympathique lorsqu'on dort pas assez. Donc, c'est un stress pour le corps. Le système nerveux sympathique est plus activé lorsqu'on dort pas assez. Des facteurs inflammatoires, aussi lorsqu'on dort pas assez. Dysfonctionnement de l'endothélium. Perturbation du métabolisme du glucose et résistance à l'insuline, obésité, qui est un médiateur. Donc, lorsqu'on dort pas assez, gain de poids, obésité, et on sait que l'obésité, c'est un facteur très important du diabète de type 2. La dyslipidémie, régulation de la pression artérielle par le sommeil, des facteurs de stress, des facteurs psychologiques qui sont impactés par le manque de sommeil, et des troubles liés au sommeil aussi. Donc, on peut décider par nous-mêmes qu'on dort moins parce qu'on va au lit plus tard en regardant du Netflix ou peu importe c'est quoi la raison. Donc, c'est le comportement qui décide. Mais on peut avoir un trouble clinique du sommeil aussi, comme l'apnée du sommeil, qui est bien connu. Souvent des personnes avec excès de poids et des coups plus larges aussi qui vont ronfler, qui est un facteur de risque important des maladies cardiovasculaires, que lui est bien connu depuis longtemps. Donc, je disais le American Heart Association Life Essential 8. Donc, vous voyez le numéro 4, c'est maintenant inclus Get Healthy Sleep dans les recommandations. Donc, vous voyez les autres qui étaient bien connus, de mieux manger, d'être plus actif, d'arrêter de fumer, mais d'avoir une bonne nuit de sommeil, c'est important. Aussi, contrôler le poids, contrôler le cholestérol, le sucre sanguin et la pression artérielle. Donc, je pense que c'est une grosse étape d'avoir sommeil maintenant dans les recommandations. Puis je pense que ça montre qu'il y a plusieurs études au fil du temps qui ont démontré les risques du manque de sommeil sur notre santé cardio-métabolique et c'est bien que c'est reconnu. Et je pense que ça fait partie du fait que, comme je disais, que le domaine du sommeil vient d'un domaine plus médical, il est axé sur le traitement des troubles du sommeil et qu'on le mette l'emphase un peu plus d'un point de vue de santé publique, je pense que c'est important. Puis on le voit dans les guidelines aussi. Et le fait que on est impliqué dans les guidelines sur 24 heures au niveau canadien, on a des recommandations du sommeil canadienne depuis 2016. Donc, on a commencé avec les enfants 5 à 17 ans en 2016, ensuite chez les 0-4 ans en 2017, puis fin 2020, on est sorti pour les adultes et les aînés. Bien, le gouvernement, c'était financé par l'Agence de santé publique du Canada, ont investi à avoir une meilleure surveillance du sommeil chez les Canadiens. Donc, le prochain cycle de CHMS, Canadian Health Measure Survey, chez les Canadiens, il va avoir des mesures objectives du temps de sommeil par actigraphie. Et puis, je pense qu'on va avoir des meilleures études canadiennes sur le sommeil aussi. Et ils sont investis à activer ces guidelines-là aussi, donc à subventionner aussi plus d'argent pour le sommeil au niveau canadien. Donc, des guidelines, c'est pas juste quelque chose qu'on met dans le placard, qu'est-ce qu'on devrait faire, mais qu'on ne fait pas finalement. Mais c'est un mécanisme aussi qui fait en sorte que le gouvernement ait pu investir à aider les gens à mieux dormir, à valoriser le sommeil. Donc, je pense que ça a des effets collatéraux qui sont beaucoup plus importants que les guidelines eux-mêmes. Lorsqu'on parle d'hygiène de sommeil, je veux être sûr que je pense qu'il me reste juste deux, trois slides. Ce ne sera pas très long. L'hygiène de sommeil, je pense qu'il y a plusieurs conseils que vous avez entendus, puis je pense que c'est important qu'on les rappelle aussi, d'avoir une bonne nuit de sommeil. Donc, aller au lit, se réveiller à la même heure tous les jours, même les week-ends. Donc, avoir cette routine, c'est bon pour les enfants, mais pour les adultes aussi. Et c'est de plus en plus démontré qu'être régulier dans notre sommeil, c'est important pour la santé globale. Éviter de consommer la caféine à compter de la fin de l'après-midi. La caféine, elle a une demi-vie de 6 heures environ. Donc, la durée de vie de 10 à 12 heures. Donc, il y a des gens qui sont plus sensibles à la caféine que d'autres. Donc, essayez de ne pas trop en prendre en soirée. S'exposer à la lumière naturelle du soleil le matin. On sait que c'est plus difficile présentement, il fait plus noir, ça agit sur notre humeur aussi. Mais de s'exposer le matin à la lumière du soleil, ça l'aide à notre horloge biologique interne. Donc, on est régulé sur un cycle de 24 heures. Toutes nos hormones sont régulées sur ce cycle-là. Donc, le cortisol est élevé lorsqu'on se lève et autres. Donc, ça l'aide beaucoup. Donc, si on regarde les études des 40 dernières années, on passe plus de temps à l'intérieur maintenant qu'avant. Et il y a des études qui sortent sur le Nature Deficit Disorder. Donc, on est moins en nature, on va moins dehors.
Donc, et ça a des effets sur notre santé mentale et notre santé générale, mais sur notre sommeil aussi. Donc, je dirais aux gens, bouger plus à l'extérieur et le matin, surtout, de s'exposer au soleil extérieur. C'est pas nécessairement un gros soleil, même s'il fait de l'ombre, c'est bon. Donc, ça rentre par les yeux et ça l'aide à faire un reset de notre horloge biologique. Donc, le matin, de regarder le soleil à l'extérieur, c'est bon. De s'assurer que la chambre à coucher est propice au sommeil, donc plus sombre, idéalement noir, calme, confortable et fraîche, donc plus fraîche que le reste de la maison. Il n'y a rien de pire qu'une chambre à coucher chaude. Donc, gardez-la autour de 18, je dirais, à 20 degrés Celsius, donc fraîche. Dormir sur un matelas confortable et un oreiller qu'on aime aussi. Donc, je pense qu'on dort environ un tiers de notre vie. Donc, c'est plusieurs années de notre vie où est-ce qu'on dort. Donc, ça vaut la peine d'investir un peu pour un bon matelas et des oreillers qu'on aime. Ne pas aller au lit en ayant faim. Donc, on ne veut pas que le ventre gargouille lorsqu'on va se coucher. Avoir un snack avant d'aller se coucher, c'est toujours une bonne chose. Pas un steak avec des frites, parce que ça va être pire à la digestion, mais une collation qui inclut des protéines, glucides, lipides, c'est toujours bon avant d'aller se coucher ou dans l'heure avant d'aller se coucher. Avoir une routine relaxante avant d'aller au lit, c'est important pour les adultes, pour les enfants. Donc, prendre un bain, écouter de la musique, lire un livre. Idéalement, dans l'heure avant d'aller au lit, de ne pas s'exposer trop aux écrans qui ont de la lumière bleue parce que ça va perturber notre sommeil. C'est pas quelque chose qu'on va ressentir nécessairement, mais si on le mesure objectivement dans un laboratoire de sommeil avec polysomnographie, on voit que ça prend un petit peu plus de minutes avant qu'on s'endorme. Et puis, le sommeil est perturbé un petit peu plus aussi, donc moins efficace. Donc, c'est pas quelque chose subjectivement qu'on va percevoir que j'ai regardé un peu de télé avant d'aller au lit, que j'ai moins bien dormi. Mais si on le mesure objectivement, on va voir une différence. Réserver la chambre à coucher pour le sommeil seulement, garder téléphone cellulaire, ordinateur, télé et autres hors de la chambre à coucher. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des télés à leur chambre à coucher, donc c'est pas une bonne chose. Donc, souvent, on va écouter la télé avant d'aller au lit. Et puis, je suis le premier coupable. J'ai toujours mon téléphone cellulaire de brancher dans ma chambre à coucher, mais je le mets en mode sommeil. Donc, si je reçois un texte ou un téléphone, ça vibrera pas et ça sonnera pas. Donc, je pense qu'on peut l'avoir tant que l'idée, c'est de bien dormir et qu'il n'y a pas de bruit qui nous dérange. Bouger, c'est le premier conseil que je donne aux gens qui ne dorment pas bien. Est-ce que vous allez dehors beaucoup dans la journée? Et est-ce que bouger, l'activité physique de type aérobie principalement, a des effets sur l'efficacité de notre sommeil. Donc, bouger à l'extérieur, c'est très important pour le sommeil. Et puis, de ne pas avoir d'animaux dans la chambre à coucher. Donc, je sais que beaucoup de gens qui posent des questions par rapport à ça. Oui, mais moi, j'ai un chat qui fait pas beaucoup de bruit, j'ai un chien qui bouge pas beaucoup. Je sais que chaque animal peut être différent, mais idéalement, ça peut perturber notre sommeil. Donc, idéalement, pas d'animaux dans la chambre à coucher. Sieste, donc j'ai une diapo par rapport à ça. C'est toujours des questions que je reçois. Donc, les bienfaits de la sieste sont bien connus sur la performance et la santé. Il y a beaucoup d'athlètes qui font les siestes, les pilotes d'avion et autres. Donc, pour les fonctions cognitives. Qu'est-ce qu'on recommande pour ceux qui font des siestes? C'est de 20 à 30 minutes, ce qu'on appelle power nap, et qui est recommandé parce qu'une sieste plus longue, on se réveille, on est plus fatigué. Donc, un cycle de sommeil, grosso modo, 90 minutes. Donc, lorsqu'on fait une sieste, il faut rester en sommeil léger. Donc, on ne tombe pas en sommeil profond. Donc, le sommeil profond, c'est plus tard dans le cycle. Donc, si on fait une sieste d'1 heure, là, on tombe dans le sommeil profond. Donc, on se réveille, on est très fatigué. Donc, on veut rester 20 à 30 minutes. Et puis, en 2 heures, si on peut le timer, si on peut, je pense que beaucoup de gens, on ne peut pas vraiment timer ça. Mais chez les personnes âgées ou les week-ends, par exemple, chez les gens qui aiment faire des siestes, entre 2 heures et 3 heures l'après-midi, c'est le meilleur moment pour le rythme circadien. C'est là qu'on voit un dip un peu en 2-3 heures. Et c'est toujours là, moi, je prends pas de café le matin, mais j'aime ça prendre un café vers environ 2 heures parce que je suis toujours fatigué vers 2 heures, 2 heures et demie. Donc, c'est le meilleur moment pour faire une session, on peut le timer. Conclusion, donc Benoît, je pense que je suis dans le temps encore, 12h43. 3 points avant de terminer. Donc, premier, le sommeil est étroitement lié à la santé cardio-métabolique. Je pense qu'il y a plusieurs mécanismes qui l'ont démontré. Ça fait partie des guidelines maintenant. Donc, il faut poser des questions sur le sommeil, idéalement. Si on en pose juste une, c'est mieux que zéro. Donc, parler de sommeil plus, c'est bon. Dormir, c'est pas une perte de temps. Et c'est aussi important que l'alimentation et l'activité physique pour la santé globale. Et c'est intimement relié à notre alimentation et au niveau d'activité physique aussi.
Et un bon sommeil, c'est pas seulement une question de durée, mais aussi de qualité, de timing, de régularité, d'absence de troubles du sommeil. Donc, au même niveau que l'activité physique, parce qu'on parle pas seulement de durée, mais de intensité, de type et de fréquence et autres, mais c'est la même chose pour le sommeil, donc c'est plus complexe. Donc, avoir un sommeil santé, c'est pas seulement entre 7 heures et 9 heures par nuit, mais il y a plusieurs paramètres. Et puis, qu'est-ce qui est important de garder en tête aussi, c'est que qu'est-ce qui est mauvais avec un mauvais sommeil, c'est l'effet chronique à long terme. C'est pas l'effet aigu. Donc, une personne qui dort pas bien un jour ou deux par semaine, c'est pas ça qui va vous tuer. Mais si c'est 5 jours par semaine, 6 jours par semaine, qu'on maintient ça des semaines et des mois et des années, c'est ça qui risque d'entraîner des méfaits sur votre santé à long terme. Donc, c'est toujours l'effet chronique à long terme qui est néfaste. Même chose pour l'alimentation, même chose pour l'activité physique. Donc, c'est pas parce qu'une journée, vous ne bougez pas et vous mangez mal que ça va vous tuer, mais c'est la même chose pour le sommeil. Donc, merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'avoir été ici. Je m'ennuie de Québec et puis je suis disposé à vos questions. Merci.